Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, nous recevons un humoriste qui est déjà venu nous voir il y a exactement 6 ans, c'était en 2016. Alors, les choses ont changé depuis. Entre-temps, il a eu un enfant et il y a eu un nouveau spectacle. En général, ça va de pair chez lui. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'appelle Olivier de Benoît. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Écoutez, ravi de revenir. 6 ans après. J'espère la prochaine fois revenir dans moins longtemps. C'est vrai que c'était très sympa la dernière fois, c'est pour ça que je reviens. Ouais, ça sera peut-être moins sympa cette fois-ci, on verra. En tout cas, il y a eu un petit changement, un enfant. Exactement. Et donc un spectacle, c'est vrai ça, que souvent ça va de pair. J'ai remarqué en fait, c'est vrai que en plus, il s'appelle Le Petit Dernier, exactement. ce spectacle. Je trouve le titre bien parce qu'effectivement, j'ai mis du temps à le trouver. Je trouve que, d'ailleurs, quand on fait un spectacle, moi je ne peux pas écrire un spectacle quand je n'ai pas le titre. Je commence par le titre et après j'écris. Donc c'est comme vous si avez commencé par le titre. Un peu comme un enfant. C'est-à-dire que j'ai besoin que le spectacle ait un prénom parce que en fait, c'est un enfant à part entière, un spectacle qui grandit, qui évolue en permanence, etc. Donc il y a pas mal de, je m'en suis rendu compte après, il y a pas mal de points communs entre avoir un enfant et avoir un one-man show. Alors ce petit dernier, c'est une petite dernière en l'occurrence. Exactement. Elle s'appelle Swan. Swan, Est-ce que c'est vraiment la petite dernière ou non, vous arrêtez là ou... Oui, on arrête là. Ah, mais le spectacle, non. Vous allez peut-être en faire d'autres. Oui, alors il va falloir que justement, parce que ma femme ne voulant plus d'enfants, comme je fais un enfant à chaque fois que j'ai un spectacle, il va falloir que je trouve une nouvelle mère. Ça un autre con. Non, mais 4, c'est déjà vachement bien. Voilà, je m'arrête là. Donc les enfants, l'objet de votre spectacle, Le Petit Dernier. Exactement. Vous êtes toujours aussi féroce, hein? Alors effectivement, non mais c'est vrai qu'on fait pas rire si on décale pas les choses. Donc effectivement, je suis. On rit, on dépend des autres. Voilà, je vais très loin évidemment, comme toujours. Mais j'adore. Les gens rient beaucoup. Et en fait, vous pouvez rire, vous pouvez être aussi. Je suis aussi trash avec les enfants que j'étais avec ma femme, avec le couple, etc. Parce qu'on peut être on peut aller très 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 loin si on n'est pas ambigu par ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que je sois, je crois, un bon père de famille fait que je peux être horrible avec mes enfants sur scène parce que je ne suis pas dans la vie. Si c'était pas le cas, évidemment. Vaut mieux ça que l'inverse. Voilà. Donc effectivement, voilà. Donc mes enfants, quand je dis je suis devenu écolo, quand j'ai mis mes enfants dans des chambres séparées, je me suis dit je suis devenu écolo pour la première fois, je trie mes déchets. C'est vrai que si vous voulez, c'est très féroce. C'est très trash. C'est très trash, c'est le cas de le dire. Oui. Ça fait beaucoup rire, oui. Mais parce que évidemment, donc voilà, dans la vie, c'est pas le cas. C'est vrai que vous avez été quand même très très méchant avec les femmes, notamment votre épouse. Caroline, votre belle-mère, on connaît très bien votre sketch sur l'enterrement de la belle-mère. Comment est-ce qu'elle a vécu ça, votre belle-mère? Et les femmes qui vous entourent en général? Non, mais en fait, Ou elles ont toujours pris ça vraiment au deuxième degré? D'ailleurs, comme d'ailleurs 100% des gens, des femmes qui sont allées voir le spectacle ou qui ont pu voir des sketchs à la télé, j'ai jamais eu une spectatrice qui... Une belle-mère qui est venue. Oui, non, mais qui m'a dit je trouve ça misogyne. Jamais. Parce qu'en fait, c'est là encore, déjà, parce qu'ils sentent qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté. Et puis, deuxièmement, c'est un personnage, évidemment, que j'interprète sur scène, un con, qui a un regard très premier degré, donc évidemment, qui dit des énormités. Et c'est drôle parce qu'il n'a pas de conscience. Je dis souvent que c'est toute la différence entre un con et un connard. Le connard, je déteste les connards parce qu'ils ont une conscience d'être cons. Ils le sont volontairement, alors que le con a une poésie que je trouve formidable. D'ailleurs, les plus grandes comédies françaises sont interprétées ont des personnages de cons. Je pense évidemment aux comédies de Francis Weber, le fameux François Pignon. C'est un con depuis le début. Le dîner de con, mais même dans tous ses films, il est con. Et on l'aime. Très bien interprété par Jacques Villeray, oui. Qui était mais qui était le plus beau con dans la palette des cons de Weber. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est que donc je trouve que voilà, donc j'ai toujours interprété ce con-là. Et les femmes se marrent à mes dépens, en fait. Je dis des énormités, mais je veux dire... Donc c'est vrai que quelque part, je pense même que c'est quelque part assez féministe comme spectacle, puisqu'à partir du moment où les femmes se foutent de la gueule de ce con que j'interprète, parce qu'évidemment dans la vie, tous ces machos, c'est des gens que je déteste absolument, que je trouve que ça... voilà, en plus c'est une ringarde, des vannes... Enfin, vous en prenez quand même plus à votre belle-mère qu'à votre mère. Alors oui, parce que j'aime ma mère. Je déconne. Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a des personnages dans la famille sur lesquels on peut taper
Et ça fait rire. Et en fait, la belle-mère, alors on dit c'est ringard, enfin, sketch sur la belle-mère, etc. Alors ce sketch-là, le funèbre, qui est effectivement un de mes tubes, mais je me suis rendu compte que déjà chez les Grecs, on faisait il y a donc 2-3 000 ans des vannes sur les belles-mères, ça faisait déjà beaucoup rire. C'est un personnage, voilà, c'est un genre voilà, on peut taper sur la belle-mère, ça fait rire, c'est depuis la nuit des temps. Et je remarque ça, pour revenir sur ce spectacle sur mes enfants, qu'on peut faire la même chose avec l'ado. C'est-à-dire qu'on peut se foutre de la gueule d'un ado. Un enfant plus jeune à 10-12 ans, non. Après, c'est autre chose, mais la période 13-17, l'ado. D'ailleurs, j'en parle pas mal dans le spectacle. Je fais beaucoup rire avec les ados parce que c'est un personnage sur lequel on peut taper, parce qu'il a une image on voit l'ado dans les yeux, on voit rien. Il y a une espèce de je dis que le mien, je trouve qu'il a Alors justement, c'est lequel de vos ados non, mais moi j'ai 2 ados, donc mes aînés sont des ados. Alors je le dis que un garçon et une fille. Voilà, je dis en question. Je trouve mon ado limité. Du coup, j'ai analysé de manière cérébrale mon ado. Je reconnais que et mes premières années sont fausses. Il n'y a pas un quotient intellectuel de poule. Ils ont quel âge vos ados Ils ont 15 ans et 16 ans. Et donc voilà, donc je parle de l'activité cérébrale qui est pas loin ils ont un QI qui est pas loin plus proche de la méduse que du concombre. Et en fait, il y a pas mal d'ados qui viennent voir le spectacle et qui rient. Oui. Pas mal. Et vos enfants ? Alors mes enfants, ils ont trouvé ça très drôle. Ils se sont reconnus ? Oui, non, mais en fait, non, je vais trop loin. Je vais trop loin pour qu'ils se reconnaissent. Ils vous ont inspiré quand même. Oui, un peu. Alors, au départ, dans les ados, il y a... En fait, je pense que les humoristes, les meilleurs humoristes en France, ce sont les enfants. On ne sera jamais aussi drôle parce que un enfant, ce qui me fait rire, moi, c'est qu'on ne voit pas venir... Pour faire rire quelqu'un, il ne faut pas voir venir la chute. Et un enfant, quand il vous parle, quand il vous raconte quelque chose, quand il a une attitude, eh bien, c'est absolument improbable. Il a un raisonnement avec une chute qui est qu'on n'imagine pas un instant et donc on rigole. Donc j'ai finalement 4 humoristes à la maison, parfois plus drôles que moi. Et donc il y a ma fille, donc l'aînée, qui elle veut devenir humoriste. Ah oui. Voilà. Donc elle m'a dit papa, je vais reprendre le flambeau. Qui m'a dit papa, je suis fier, je serai le premier humoriste de la famille. Donc je l'ai mal pris, évidemment. Elle commence bien. Voilà. Elle a déjà du talent, donc là. Sur les traces de papa. J'espère que c'est une... Elle va tuer le père. J'espère que c'est une vanne. Donc voilà. Non, j'ai pas eu... En fait, non, j'ai eu des enfants qui m'ont toujours connu comme humoriste, donc ils n'ont absolument pas cette idée de tout d'un coup découvrir leur père racontant des horreurs sur les enfants. Mais en tout cas, je trouve que c'est un spectacle qui, pour les parents, est très très jubilatoire, pardon. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais on est une génération déjà, on a le droit de rire de tout, on a le droit de dire qu'on a marre de ses enfants de temps en temps, c'est pas grave. Et si je devais résumer ce spectacle, je dirais c'est pas grave d'avoir un enfant, c'est pas grave, c'est pas une maladie d'avoir un enfant. La preuve, vous continuez à en faire. Mais je continue. Moi, ce que j'aimais, c'était la conception. Qu'est-ce qui vous horripile le plus aujourd'hui chez ces jeunes d'aujourd'hui? Rien. Moi, ils m'amusent. Moi, en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'amuse, que je les suis beaucoup. Donc, en fait, ils m'amusent. Donc, je suis pas tellement horripilé. S'il y a un truc que je n'arrive pas à gérer, comme tous les parents dans ce monde, c'est les écrans. Ah. Ça, c'est quelque chose qui est une lutte permanente. Quand j'entends plus un de mes ados pendant 20 minutes, je sais qu'il est sur son téléphone. C'est-à-dire que c'est vraiment le signal, c'est justement quand il n'y en a plus de signal. C'est-à-dire que quand j'entends parler, quand j'entends bouger, il se passe des trucs, ça va, et quand j'entends plus rien, je sais que c'est parti pour... C'est une guerre, tous les gens qui me regardent savent que c'est c'est sans fin. Mais et en même temps, vous avez ceux qui vont limiter, vous avez ceux qui confisquent, vous avez ceux qui... Mais je pense quand même que la meilleure méthode, c'est quand même d'apprendre à s'en servir et à ne pas s'en servir, justement. Mais c'est vrai que je sais pas comment ça va finir, tout ça. Vous disiez, vos enfants vous ont toujours connu humoriste. Oui. Pourtant, vous avez failli être complètement autre chose, juriste. Oui. Comme votre femme. Exactement. Votre femme a aussi complètement changé. Exactement. Caroline. Hein. Exactement. Voilà. Caroline qui maintenant est créatrice de bijoux, Exactement. de pyjamas, d'art de la table. Exactement. Enfin, elle aussi, elle est une artiste. Exactement. Mais tous les deux, vous êtes rencontrés d'ailleurs en école de droit, en faisant votre droit. Alors, je suis rencontré un peu plus tard, c'est-à-dire qu'elle était ma maître de stage, c'est-à-dire que j'étais son stagiaire. Ah ben voilà. Donc on a d'autres infos. Je suis sorti avec
je suis sorti avec ma patronne. Très bien. Donc, c'était voilà, lors d'un stage. Donc, effectivement, voilà. Donc voilà. un coup de foudre, mais en Voilà. tout cas, pour le droit, c'était terminé et pour Oui, l'un et non, pour en fait, l'autre. ce qui se passe, c'est que et d'ailleurs, c'est marrant parce que mes enfants, moi, j'étais effrayé par l'idée de. Comme j'avais pas de modèle particulier dans ma famille, j'étais effrayé par l'idée de faire un métier qui, par exemple, parce que j'imaginais que si je devenais comédien, sinon j'avais envie. J'avais 20 ans, mais j'imaginais finir en haillons sous les ponts et être enterré dans une fosse commune comme on l'était il y a 200 ans. J'avais vraiment une image apocalyptique et donc j'avais peur, très peur. Et puis je me suis lancé malgré tout et j'ai eu raison. Et donc aujourd'hui, je pousse mes enfants à ne pas avoir peur, pas perdre, parce que j'ai quand même paumé pas mal de temps, même si c'était pas si mal. Finalement, genre, je fais mon droit, j'ai commencé une thèse sur la protection juridique des tours de magie. J'ai poussé le truc le plus loin possible pour éviter d'avoir à choisir. Donc, je faisais les deux en parallèle jusqu'au moment où, un soir, j'avais décidé sur une audition dans un café-théâtre, d'un dîner-spectacle. Si j'étais pris, je devenais toute ma vie comédien. Si je n'étais pas pris, toute ma vie, je devenais juriste. Évidemment, je n'ai pas été pris. Et donc, ça ne s'est pas fait là. Mais je vais pas là, c'est que donc, je pousse mes enfants qui n'ont pas forcément envie d'un truc, qui sont plus aujourd'hui, qui veulent faire une école de commerce, alors que je les pousse, moi, à être dans la création, à aller faire des beaux-arts, d'aller se marrer, quoi. Voilà. Et ils sont plus conventionnels. Alors voilà, donc ça s'est totalement inversé. Oui, parce que vous dites, je n'avais pas de modèle. Eux, ils en ont un. Et je pensais que ça allait. Ils suivent vos traces. Je pensais que ça. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Je pensais que ça allait. Pas de modèle parental ? Ben moi, non, mais moi, mes modèles, en tout cas dans ma famille, où c'était pas du tout des modèles artistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour la nouvelle génération de dire je veux devenir comédien, pas de problème, on t'inscrit là. Alors que votre père, mon père, il gère une entreprise, ma mère travaille dans la communication dans une. C'était pas un modèle C'est un modèle, mais simplement ce qui se passe, c'est que pas dans cette voie-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est plus facile pour quand vous êtes le fils d'Alain Delon, même s'il y a d'autres difficultés, c'est plus facile de devenir comédien quand on est fils d'Alain Delon que quand voilà. Et moi, c'était plus facile de devenir ingénieur, faire travaux publics avec un père qui voilà. Mais c'est très amusant en même temps d'avoir sa propre voix. Oui, en plus, une voix originale, sachant que vous êtes 7 garçons dans la famille, c'est incroyable. 7 garçons, oui. Donc vous avez 6 frères. Exactement. Oui, votre maman était peut-être un peu déçue. Alors, ma mère était très, très, très déçue. 7 garçons, c'est presque improbable. Elle se rattrape sur ses petites filles. Ouais, oui. Alors, sur le 7e, elle a beaucoup espéré. Donc, elle avait acheté des robes à smoke. Et elle a donc mis des robes à smoke à mon petit frère, le dernier, pendant plusieurs mois, pour les rentabiliser. Incroyable comme histoire. Et donc vous êtes au milieu de cette fratrie. Et donc en fait, avec cette voix quand même singulière. Mais ce que vos frères font. Moi, c'est plus classique. Il y en a qui est directeur financier, l'autre qui est ingénieur. Dans la voix du père aussi. Voilà, exactement. Les bons élèves. Mais je pense beaucoup à. J'ai toute une théorie dans le spectacle sur la place de l'enfant dans la famille. Ah. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup au fait que, en fonction de la place qu'on a dans une famille, on n'a pas forcément les mêmes trajectoires. Je pense que la 3e place, en tout cas, je l'ai vérifié plusieurs fois, est une place merveilleuse. Forcément, c'est la vôtre. Oui, mais elle est merveilleuse parce que c'est pas un hasard si effectivement, l'aîné ouvre les portes, il a une espèce de charge familiale forte, donc il est raisonnable parce que. C'est un parent bis en fait, c'est-à-dire que c'est le modèle, c'est celui sur lequel on s'assoit, sur lequel c'est celui qui doit donner l'exemple en permanence. Le second, les parents, il va essayer de se construire autrement parce que les parents ont un rapport différent, ils ont beaucoup bossé pour l'aîné, pour le second ils se relâchent un peu, etc. Et le 3e, il part avec 2 murs qui le protègent et donc du coup il est plus en confiance et donc ça lui permet de s'émanciper plus facilement. Et le 7e chez vous, donc lui, le 7e, en robe à smoke. Alors on dit qu'il a tous les dons. Le 7e, c'est vrai. Et ça ne s'est pas vérifié chez nous. Quand je regarde l'émission, ça va lui faire plaisir. Non, mais on a tous. C'est vrai que ma mère est une femme formidable. Elle a réussi à tenir la famille, tous ces garçons, et donc on a des comportements très différents, on a des personnalités très différentes, mais tout ça se tient et voilà. On va continuer à en parler dans cette 2e partie d'émission. Je vais m'éclipser. Ça n'existait pas, je crois, il y a 6 ans. Voilà. Là, je vais vous laisser seul.
face à vous-même, non, face à un écran justement, on en parlait. Et sur cet écran, il y aura à chaque fois un mot, il y en aura 4 au total. À vous de nous les commenter. Eh ben, ça marche. À tout de suite, À tout de suite. Alors Olivier, est-ce que vous êtes bien? Je suis parfait, écoutez, je suis très bien. Confortable? Parfait. Devant un écran. Alors c'est parti. C'est parti pour le premier mot. Voilà, c'est dans la suite de ce dont on parlait. Famille, premier mot. Famille. Alors, c'est là où tout commence et tout recommence toujours. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir une famille, moi j'ai énormément de chance, j'ai une famille avec donc 6 frères avec lesquels je m'entends à merveille. On a évidemment envie de reproduire ce schéma et on se rend compte que c'est une société à part entière qui protège. Et c'est marrant parce qu'avec le confinement, les familles se sont réunies encore plus que d'habitude et j'ai l'impression que la famille n'a jamais été aussi forte en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un endroit voilà, qui se suffit à lui-même en fait. On peut vivre en autarcie voilà, quand on a une famille unie. Alors parfois trop, hein, mais on peut ne plus avoir besoin du monde extérieur. C'est une grande famille dans tous les sens du terme, votre famille. Oui, c'est aussi une famille d'aristocrates. Exactement. Olivier, Marie, Emmanuel de Benoît de Jean Tissard. Exactement. Noblesse belge ou française? C'est une noblesse c'est française, mais c'est d'origine belge, parce que Jean Tissard est un hameau à côté de Bruxelles. Mais c'est vrai que ça, donc du coup, c'est vrai que la famille, donc du coup, effectivement, indépendamment du fait qu'effectivement, c'est une société en tant que telle dans laquelle je me sens extrêmement bien et voilà, j'appelle mes frères très souvent, ma mère tous les jours, on a une espèce de voilà, et mes enfants, du coup, je reproduis ça, je pense que mes enfants s'entendent très bien, ils trouvent dans la famille quelque chose de très réconfortant et voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, on a, de par le fait qu'on a une famille qui existe depuis des générations, qui transmet un certain nombre de valeurs, d'endroits, c'est vrai que c'est très agréable de faire partie d'une famille qui a une histoire. Ouais. Alors, c'est des deux côtés, puisque ma mère est une d'Abbeville et c'est une histoire aussi très chargée depuis plusieurs siècles, etc. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je suis très fier, en fait, et puis de sentir qu'on est un maillon entre il y a un avant et un après. On passe et je trouve ça très, très agréable. C'est une sensation très agréable. Quand il y a des réunions de famille au sens large, de sentir que tout le monde appartient à ce même cercle, c'est extrême, c'est assez jouissif comme sensation. Vous faites ce qu'on appelle des cousinades. Oui. Vous devez être très, très, très nombreux. Oui, on avait un truc qui s'appelle le Dabo Club. Je me souviens, j'y avais été une fois, on était 2000, 1000, 1500. C'était devenu... Mais bon, c'est des moments... La famille de Gérard d'Abbeville, je exactement. précise, le rameur. Voilà, exactement. Ouais. On était 1500, c'était extraordinaire. Et non, c'est vrai, et chez les Benoît, la même chose. C'est vrai que, voilà, je trouve ça... c'est très, très, très... C'est un sentiment de fierté, on se sent aussi un devoir, voilà, de transmettre les choses. Moi, je trouve ça très agréable, en fait. C'est pas ringard, en fait, voilà. C'est un peu l'impression d'être toujours des images d'Aristo avec leur foulard dans le cou, avec leur chien vous accueille dans un château. Il y a une espèce d'image qui n'est pas du tout celle à laquelle je crois. C'est plutôt dans le sang, dans les valeurs qu'on se transmet, l'éducation, il y a toute une éducation que je trouve parfaite. Alors, cette éducation, ces valeurs, elles sont chrétiennes. Vous avez été chez les jésuites à Reims. Exactement. C'est bien ça. Tiens, parlons de la devise de votre famille aussi. Mon champ et le monde. Oui, c'est bien ça? Exactement. Et votre blason, mi-homme, mi-sanglier. Oui. C'est aussi une famille ancrée dans la terre. Exactement. Des valeurs terriennes et chrétiennes. Mi-homme, mi-sanglier. Oui. C'est-à-dire une famille à un côté bestial. Non, mais j'aime beaucoup la... Alors, l'ange ou la bête? L'ange ou la bête. Non, mais je préfère celle Mon champ et le monde. J'adore cette formule. Mon champ et le monde, je trouve ça sublime. C'est vrai que l'idée qu'en fait, il n'y a pas de frontières, l'idée que voilà, on est
espèce de liberté. J'adore cette idée-là. Aujourd'hui, de dire qu'il n'y a pas de frontières et que voilà, on doit pouvoir vivre. Et voilà, il y a et cet esprit, cette idée de découverte du monde, de s'ouvrir au monde. Quoi, tout ça, voilà, ce sont des valeurs qui me plaisent beaucoup. S'ouvrir au monde, mais c'est vrai que de 0 à 16 ans, vous étiez à la campagne. Exactement. En Champagne. Exactement. C'est vrai que on a peu voyagé pendant 16 ans. Et je me rattrape, là, je voyage pas mal. Et je trouve, et puis la tournée aussi, j'adore tourner. J'adore d'aller de ville en ville, déjà parce que je ne suis pas chez moi à m'occuper de mes enfants. Donc ça, c'est formidable. Non, je rigole. Non, en fait, c'est vrai que je tourne beaucoup, je voyage beaucoup, je découvre beaucoup d'endroits, les gens, les cultures différentes. Voilà. Je me suis rattrapé depuis, et plus on voyage, plus on a envie de voyager, plus on a envie de rencontrer l'autre. Voilà, je recommande beaucoup aux gens, s'ils le peuvent, le voyage. Voyager forme la jeunesse, mais pas que. Elle forme à tout âge. Et le scoutisme, ça forme aussi. Ah, le scoutisme, j'ai adoré être scout. J'ai trouvé que c'était une école. Je regrette d'ailleurs mes enfants. J'espère que le troisième va le devenir, mais les deux premiers, j'ai loupé le coche, mais je trouve que c'est une école de la vie extraordinaire. D'aller. Le scoutisme est génial parce que ça vous apprend à ne pas avoir peur. Voilà. C'est-à-dire que après avoir été scout, je pouvais me balader, faire du stop tout seul, dormir dans un champ. Il y avait une espèce là encore de liberté, de sentir que voilà, on peut se débrouiller, on peut se débrouiller à n'importe quel moment. Et puis on vit encore en groupe, c'est une espèce de famille encore une fois. C'est une école formidable. Ça, je recommande à ceux qui peuvent le faire. Le scoutisme, c'est une invention géniale. Toujours la famille. Allez, on passe au deuxième mot. Olivier de Benoît. Magie. Bah oui, le mot magie. Exactement, magie. Parce qu'en fait, j'ai commencé comme magicien. Voilà. J'ai commencé comme magicien. Quand j'avais 18 ans, avant d'arriver à Paris, j'ai rencontré un garçon formidable qui s'appelle Pierre Ginet, qui est un grand magicien qui m'a initié à la magie. Et donc, moi qui voulais faire du spectacle, être comédien et qui commençait mon droit à Paris, eh bien, en faisant de la magie, ça m'a défrustré. Donc, je faisais ce qu'on appelle du close-up, dans des tours de magie de proximité. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais un tour à quelqu'un, j'avais l'impression d'avoir fait un petit spectacle, d'avoir été sur scène. Donc voilà, toute cette période pendant laquelle j'ai fait ça, eh bien, j'avais l'impression de réaliser mon rêve. Et puis, progressivement, j'ai gagné ma vie en tant que magicien. Alors, au début, je faisais ça au pourboire dans les bars. Et puis après, j'ai commencé à faire de l'événementiel. Donc voilà, pour des conventions, des séminaires, des mariages, on prend un magicien. Donc moi, je fais le tour des tables, etc. Et j'avais pas mal de succès. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à gagner ma vie comme magicien. Et si j'avais pas été magicien, j'aurais jamais fait du one-man show et j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. Donc tout est parti de la magie et de ces petits tours de magie avec des pièces, des balles-mousses, des cartes, etc. Donc ça, j'ai adoré. Et ça a commencé comment ? Voilà, chez les scouts aussi ? Non, c'est un type l'été qui, dans une soirée, qui fait le tour de magie à des gens, et je trouve que ce qu'il crée, l'ambiance qu'il crée, je trouve ça merveilleux. Et donc voilà, arrivé à Paris, je lui demande, donc je suis allé un petit peu prendre des cours de magie dans une association qui est l'association. Et vous aviez quel âge à l'époque ? 18 ans. Ça s'appelle l'Association française d'artistes préstidigitateurs. Donc j'ai été prendre des cours de magie. Ça s'appelle pas Poudlard parce que ça n'existe pas. Ça s'appelle la FAP, et donc j'ai commencé à prendre des cours de magie et aussi avec ce garçon. Et donc après, j'ai commencé, je vous dis, à développer ça et à apprendre des tours et à me faire payer pour en faire à travers des événements. Et donc à chaque fois, quand j'avais 10 personnes devant moi, c'est comme si je ne savais pas, mais je faisais déjà du one-man show. Et ce que j'adorais dans la magie, j'aimais l'effet que ça procurait, mais j'adorais planter les tours. J'adorais cette idée de me tromper, et de faire semblant de me tromper, de sentir le public très gêné. Parce que c'est vrai que quand le public attend, disent pas quelque chose, vous faites apparaître autre part. Les gens, quand vous mettez tellement en scène l'apparition que quand tout d'un coup elle n'arrive pas, les gens rient parce qu'ils se disent c'est pas possible. Il y a un fou rire. Voilà, c'est pas un rire, c'est un fou rire. Et ça, ce fou rire-là, je l'adorais. Et j'ai commencé à travailler beaucoup le fait de ne pas réussir les tours. Et quand on m'a dit que ça s'appelait humoriste, pas magicien, et donc voilà, je me suis lancé par la suite dans une carrière d'humoriste. Mais voilà, donc sans magie, parce qu'avec la magie, je suis aussi parti aux États-Unis, travailler au départ, je devais travailler pour peindre une maison, etc. Puis il y avait à côté un drive-in avec des gens qui, voilà. Et j'ai commencé à faire de la magie là-bas.
et voilà, pour divertir. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé aussi. Donc ça m'a ouvert énormément de portes, la magie. Voilà, parce que à chaque fois que vous êtes quelque part, vous faites un tour de magie, vous créez quelque chose. Même quand je faisais des voyages, vous créez une ambiance. Il n'y a pas mieux pour s'intégrer. Le marchepied de votre carrière, donc. Exactement. Et en même temps que vous avez commencé alors que vous étiez étudiant en droit. Donc. Voilà, exactement. J'étais étudiant en droit à Sceaux. Et, ça vous avait chaviré, voilà, cette magie. Ouais, il y a eu deux choses. Vous n'arriviez pas à faire des tours de magie en droit? Si, quand même. Si. Non, je reconnais qu'il y a autre chose qui m'a sauvé pour devenir magicien, parce que c'est très long de faire de la magie, de la manipulation, c'est très très long. Et je dois remercier beaucoup les transports en commun, en fait. C'est-à-dire que j'avais donc le fameux RER qui passe pas loin, là, le RER B là, qui remonte à Paris. Donc moi j'avais globalement 1 heure pour rentrer chez moi. Et donc pendant 1 heure, je manipulais le matin et le soir. Donc je faisais au moins 2 heures de manipulation par jour. Et voilà. Donc sans transport en commun, je suis pas sûr j'aurais été magicien. Donc je dois remercier le garçon qui m'a initié et le RER. Il faut aussi être, vous le dites, d'une certaine façon, très perfectionniste pour être un bon magicien, oui. Très rigoureux. Oui. C'est ce que vous êtes. Oui. Alors c'est vrai que la magie, vous êtes obligé d'être très rigoureux. Mais ce que j'aimais bien, c'est que, et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est effectivement d'attirer l'attention. En tout cas, un tour de magie réussi, c'est on ne voit pas venir la chute, on ne voit pas venir l'effet. Et d'ailleurs, on retrouve ça avec l'humour. C'est qu'une vanne marche quand on ne voit pas venir l'effet. C'est ça qui fonctionne. Donc il y a plein de points communs entre eux. Donc quelque part, je fais de la magie aujourd'hui, mais avec les mots. C'est ce que j'ai entendu, que justement, vous testiez vos vannes. Oui. Vous êtes très rigoureux. Oui, je teste aussi. Vous testez si ça rit, si ça répond ou pas. Sinon, vous l'enlevez. Je suis un malade du test. Oui. C'est-à-dire que je suis épouvantable pour mon entourage. D'ailleurs, ma femme ne veut plus entendre de vannes parce que je crois qu'elle est sevrée. En fait, vous n'êtes pas drôle du tout. Ah non, mais dans l'intimité. Ah non, c'est rare les humoristes qui sont drôles. Il paraît. Souvent, ceux qui sont très drôles dans la vie sont moins drôles sur scène. Donc, non, mais c'est vrai qu'on est. Non, je pense qu'il y a plus chiant que moi. Non, je pense que je suis plutôt drôle. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'entendre 100 fois que c'est drôle avant de faire la vanne, parce que j'ai besoin d'entendre pour me rassurer. Et non, c'est vrai que c'est vrai que les humoristes, en général, je reviens une seconde sur les humoristes dans leur vie privée. C'est vrai que on pense toujours que l'humoriste est humoriste 24 heures sur 24, mais il y a des moments, je pense comme on a des montées, puis quand on va jouer, que le public vous applaudit, etc. Inexorablement, après, vous avez une chute, et donc vous avez une espèce de mélancolie, voilà, vous êtes un peu comme c'est un peu comme une drogue. Donc vous avez une période pendant laquelle vous êtes moins drôle. Donc, heureusement, dès que je rentre chez moi, j'ai mes enfants qui me rappellent que, avant, voilà, je suis aussi père de famille et je suis très vite rattrapé, donc il n'y a pas le temps de... Un illusionniste bien ancré dans le réel, perfectionniste, on le disait, vous êtes un couche-tôt, un lève-tôt, même plus tôt que les enfants. J'ai lu. Vous êtes très informé. C'est vrai que je me couche tôt, mais c'est vrai que j'ai compris que je me couchais trop tôt. Effectivement, le jour où je me couchais avant ma petite dernière. C'est vrai que... Qui a 5 ans, quand même. 5 ans maintenant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, il fallait quand même... Donc à 7 heures au lit. Mais non, j'adore. Non, mais Et vous vous levez très très tôt. Oui, non, mais voilà, j'adore ce rythme. Donc voilà, il paraît que vous marchez aussi beaucoup. Oui, je marche énormément. Donc vous vous levez et vous marchez. Non, je marche pas parce que je suis pas un malade, je suis pas somnambule non plus. Non. Ce qui est vrai, c'est que j'adore me lever tôt. Et comme j'aime bien dormir, j'aime bien être en forme. Donc voilà. Et je marche énormément. Oui, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours aimé Paris. Je crois que c'est une ville qu'on ne peut apprécier qu'en marchant. Et donc je passe ma vie à marcher. Je dois faire 10-20 bornes par jour. Je fais tout à pied quasiment. Donc je suis un fan absolu. Donc je connais assez bien Paris. Et voilà, je trouve que c'est un de mes plus grands plaisirs, c'est de marcher. Cheminer. Oui, parce que voilà. Je suis assez, en plus, je pense que je suis assez contemplatif. J'ai une tendance à même si je joue devant beaucoup de monde, que je suis souvent entouré avec ma famille, j'aime bien une forme de solitude quand vous marchez, de contempler, voilà, de se poser, le cerveau, voilà. J'adore ces moments-là.
Contempler la magie de la vie aussi. Voilà. Écoutez, formidable. On va réussir boucler. On va essayer de mettre tous les mots. Ah, troisième mot. Et c'est Voilà. peut-être pour ça que vous marchez aussi, que vous êtes comme vous êtes, ou pas. Angoisse. Angoisse. Mais non, ce sont des mots. Oui, je suis assez. Ouais, je crois que je suis assez angoissé naturellement. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi, mais je le suis. C'est-à-dire que je suis assez. J'ai toutes les tares possibles qu'on peut avoir dans tous les domaines. Je suis hypocondriaque à un point fou. J'ai peur de l'avion. Voilà, dès que je vois pas mon fils un de mes enfants pendant 3 minutes, je pense tout de suite qu'il a un problème. Dès qu'il touche, je m'attends au pire. Quoi. Je suis en plus maintenant hypocondriaque pour mes enfants. Voilà, ma vie est ponctuée, donc j'essaie de faire attention. Mais c'est vrai que je suis d'un naturel extrêmement angoissé. Mais je crois comme beaucoup d'artistes. Je crois que ça revient tout le temps chez les artistes, en fait. C'est rare de voir un artiste zen. Il y a toujours des... C'est vrai que vous avez commencé à travailler avec Benoît Poulvorde. Alors, j'ai joué son spectacle, son seul spectacle d'ailleurs, je l'ai joué. C'est vrai que lui aussi, c'est un angoissé, mais ils sont tous. Je vous dis, quand vous interrogez, quand vous lisez des interviews de tous les artistes, quel que soit le niveau, ils sont tous des espèces de moments de. Tous les artistes sont hypocondriaques, c'est incroyable d'ailleurs. Il y a je sais pas, c'est un rapport à la mort évidemment. Je pense que c'est qu'on a voilà. Et puis je pense aussi que pour faire ce métier, il faut une sensibilité, une super sensibilité qui aide énormément dans l'écriture, pour faire rire. Il faut une forme de sensibilité pour jouer, etc. Et cette sensibilité aussi, on vous la renvoie. Vous avez les inconvénients de sensibilité, c'est que vous êtes tout prend des proportions extraordinaires. Vous avez des voilà. Donc il faut, c'est la deuxième face de la, c'est la face voilà. L'un va pas avec l'autre. L'un va avec l'autre, pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Angoissé ? Hein ? Ah non, non, là, je ne suis pas angoissé. Non, je suis pas angoissé. Je vous taquine un peu. Non, bien sûr, vous avez raison, mais c'est vrai que c'est quand même assez gênant d'être. Non, l'angoisse générale, c'est quand même quelque chose d'assez. C'est assez handicapant quand même. Mais c'est pas très grave. Il y a des gens qui ont il y a des pathologies plus dures. Mais c'est vrai que c'est marrant. Il faudrait un jour étudier pourquoi les artistes sont autant sujets à ça. Pas forcément tous les artistes. On parle de vous, là. Non, mais je pense que... Vous êtes particulièrement angoissé. Hypocondriaque aussi. Oui, j'ai agoraphobe. C'est d'ailleurs agoraphobe. Vous vous soignez sur scène ? Ben, c'est marrant, mais sur scène, autant quand je suis dans le public quelque part, je peux avoir des crises d'angoisse, mais j'en ai jamais sur scène. Donc, non, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis avec le temps, c'est parfois plus fort. Donc, non, il faut que je me non, mais je prends sur moi en fait. Je prends sur moi. Par exemple, pour l'avion, je prends beaucoup l'avion pour avoir l'hypocondriaque. Je me suis fait à l'idée que j'avais déjà toutes les maladies, donc je survis. Donc, j'essaie de trouver des trucs, mais peut-être aussi par l'humour, on essaie de combattre tous ces démons. C'est vrai que je ne sais plus la formule exacte, mais la noblesse du désespoir, ou quelque chose comme ça, le rire et l'humour et la politesse du désespoir, c'est vrai qu'il y a toujours dans le rire une part sombre aussi qu'on essaye d'expulser. Et du coup, vous avez des fétiches. Oui. Vous avez une alliance, je crois. Alors j'ai une celle alliance. De votre épouse. De mon épouse que j'ai toujours dans ma poche quand je joue. Donc en fait, voilà, je me signe le front avec de la pierre avant de jouer. Il y a tout un rituel. Je suis habillé évidemment de la même façon. J'ai un régime alimentaire où je prends exactement la même chose. J'ai donc le même costume. J'ai besoin d'avoir toujours les mêmes choses aux mêmes endroits parce que ça me rassure. Et parce que comme dans l'humour, on ne sait jamais ce qui a fait rire, on ne sait jamais pourquoi les gens rigolent, on ne sait jamais s'ils rigoleront à nouveau. Donc pour qu'il y ait les mêmes effets, eh bien on
on essaie j'essaie d'avoir, de faire la même chose à chaque fois en me disant c'est grâce à ça que ça arrive. C'est complètement. Heureusement que j'ai pas des choses plus incroyables. Heureusement que voilà, que dans mon environnement que je me suis créé, heureusement qu'il n'y a pas des choses, heureusement que je ne sois pas obligé de prendre 2 litres d'alcool, me droguer ou je sais pas. Bon, voilà, donc ça reste quand même assez léger. J'ai lu aussi que vous emportiez un chapelet. Oui, exactement. Alors, j'ai toujours un chapelet sur moi. Alors Jean qui est là, qui est de la Salette en fait. Nous sommes avec ma famille des grands fans de Notre-Dame de la Salette que je recommande, qui est à côté de Corps dans les Alpes. Donc je l'ai acheté là-bas. On est des grands fans, donc voilà. Il y a eu des apparitions mariales. Exactement. Et donc en fin août, très régulièrement, dès qu'on peut, on va à la Salette avec mon père, etc., mes frères, et on va 2 jours là-bas. Et ça, c'est un rituel que j'adore. Et donc effectivement, alors je faisais la vanne dans le spectacle, c'était le premier spectacle, je disais voilà, je montrais ce qu'il y avait dans le sac à main des femmes, et puis après je dis qu'est-ce qu'on a nous dans la poche des hommes, je montrais le chapelet, je dis voilà, on a un chapelet, je dis quand les femmes sont voilà en train de faire les soldes, nous on est devant le magasin et on prie, voilà. Donc ça faisait beaucoup rire. Vous priez souvent ? Ça m'arrive régulièrement. J'essaie d'aller à la messe régulièrement également. Et j'aime beaucoup ça, voilà. Ça permet de faire une transition toute trouvée vers notre 4e et dernier mot. Foi catholique. Ah bah oui. Exactement. Bah, écoutez, alors j'ai une éducation catholique et que dont je suis extrêmement content. Je trouve que c'est une religion, plus j'avance, plus je trouve qu'elle me correspond. Et donc, voilà, donc je trouve qu'elle est très apaisante, en plus que... Et donc voilà, je suis simplement surpris de voir que qu'elle est... je suis surpris qu'elle ne soit pas plus... que les gens ne font pas plus état de leur foi. Je le dis dans une émission comme celle-là, je ne le dis pas particulièrement, sauf quand on me pose la question, je le dis avec plaisir. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que c'est d'une religion dont qu'on ne met pas plus en avant, sachant qu'il y a une majorité de gens en France qui sont catholiques, et etc., etc. Donc je trouve que voilà, il faut faire attention que cette religion ne disparaisse pas, passe par... voilà, qu'il faut faire attention. J'ai entendu que vous aimiez beaucoup le pape François, oui. Un jésuite. Oui. Ou même avez suivi les traces des jésuites à un moment donné. J'aime beaucoup le pape François. Y a tout me plaît chez ce pape. C'est un très, très grand pape. Je trouve que... On a eu des très bons papes. J'étais voir 2 fois Jean-Paul II. Pendant les JMJ, en 97. Et alors, exactement, en 97 à Longchamp. C'était un souvenir mémorable. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le pape François. Je trouve qu'il a une humanité. Il est vraiment ancré. On reproche parfois, on pourrait parfois reprocher au pape d'être pas assez dans le réel, pas assez dans les mains dans la vie, et lui, il l'est totalement, et ça, c'est très agréable. Je pense que en tout cas, moi, je le trouve très en phase avec notre temps, très à l'écoute des problèmes du monde, et pas, c'est pas seulement des formules. Il y a une vraie volonté chez ce pape de changer les choses, de changer les abus qu'il y a pu avoir qu'il y a pu avoir au Vatican ou ailleurs. Je trouve que, en plus, à un âge où il pourrait commencer à fatiguer, je le trouve d'une jeunesse extraordinaire. Donc ça, j'aime beaucoup le pape François. C'est pour quelqu'un qui ne devrait pas l'être, je le trouve très normal. Vous parliez aussi de Jean-Paul II et tout à l'heure de la Salette. On pense évidemment à la Vierge Marie. Est-ce que vous avez une relation particulière, vous aussi, comme Jean-Paul II, à la Vierge, à la Sainte Marie? Écoutez, oui, tout à fait. Je récite très souvent « Je vous salue Marie ».
Non, mais globalement, pas particulièrement avec Marie, mais globalement, je trouve qu'avec l'âge, le temps, etc., je trouve que ce Marie ou Jésus, ou, voilà, tout cette. Je trouve que c'est une religion. Marrant, avec l'âge, je me trouve de plus en plus en phase avec cette religion. C'est-à-dire, dans un monde comme celui dans lequel on vit, je trouve que c'est une religion qui est, voilà, qui a, ce que je disais tout à l'heure, qui est inspirante, qui apaise, avec des valeurs fortes de partage, de don de soi, et je pense que c'est des gens qui moi en tout cas m'aident beaucoup, et mes enfants sont en école catholique, je suis très heureux, et j'espère que ça va leur donner la foi, et que ça va, voilà, et qu'ils vont aussi profiter de cette religion, que ça va leur donner un cadre aussi. Des valeurs de paix. Exactement. Aussi, en ces temps de guerre. Exactement. C'est vrai que quand je vois certains pays, c'est vrai que... Non, c'est vrai que quand j'ai été en Inde, et c'est vrai que j'ai été marqué par à quel point, par exemple, là-bas, la religion les inspire et les transcende. Alors, parfois, certains vont reprocher que tout est sacré en permanence là-bas, mais ça leur donne une espèce de joie de vivre et d'accueil, etc., extraordinaire. Je trouve que parfois la religion, quand elle peut apporter ça, c'est formidable. Tout à l'heure, vous parliez d'une angoisse de la mort, oui. Mais en tant que chrétien, catholique, pratiquant, vous ne devriez pas l'être. Oui, alors c'est vrai. C'est vrai, mais vous pouvez avoir... Exactement. Écoutez, maintenant, maintenant j'ai plus peur, ça y est. J'attendais cette phrase. Non, mais c'est vrai que vous pouvez... c'est parce que vous avez la foi, etc. Vous pouvez avoir quand même des angoisses malgré tout. Hein. On reste sensible. Mais c'est vrai que non, parce que je parlais de la mort, parce que je disais par rapport à toutes les pathologies, l'hypochondriaque, etc., ça avait un rapport avec ça en direct. Pas peur de la mort en tant que telle, mais je pense qu'à travers toutes ces angoisses, il y a ça peut-être. Bien sûr, mais est-ce que c'est une réflexion que vous avez sur la... Oui, c'est un cheminement, je pense. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on se dit, tiens, c'est bon, maintenant... tout va bien, de toute façon, voilà. Il y a une vie après la mort, etc. Mais je pense que c'est un cheminement progressif, et ce cheminement que je suis en train d'opérer, et au fur et à mesure, je pense que ça va m'apaiser jusqu'à trouver ça, jusqu'à ne plus avoir peur, comme disait Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Très belle phrase. Et je reviens auprès de vous sur cette dernière phrase. À tout de suite. À tout de suite. Alors, comment est-ce que vous avez ressenti cette expérience, entre guillemets, entre le divan et le confessionnal? J'ai l'impression dans la boîte à questions de Canal+. Je me dis, je me rapproche de Canal. Hein. Oui. Non, d'un canal. D'un canal. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est vrai que non, mais les mots choisis sont des mots à chaque fois qui ont du sens. Famille, magie, c'est ce qui a déclenché mon parcours. Angoisse, ça fait partie de ce que je suis aussi. Et puis catholique, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ça fait plaisir de faire cette émission. C'est effectivement mon rapport à la foi. Ça me, tous ces mots me font partie de moi, vous définissez un peu. Voilà, m'ont construit. Il y en a un qui vous a plus construit que les autres? Je dirais la famille, évidemment. La famille. C'est vrai que oui. C'est vrai qu'en plus, même par rapport à mon one-man show, c'est vrai que c'est une famille où on rigole beaucoup.
Et c'est vrai que je pense que je faisais pas mal marrer. Je pense que toutes les années pendant lesquelles, quand j'étais enfant, où je faisais rire, je pense que quelque part, je faisais déjà du one-man show sans le savoir. Donc, je pense Testiez vos je vannes testais en pas famille. je testais pas mes vannes parce que je ne m'imaginais pas un jour faire ça, mais en revanche, je faisais rire. J'adorais ça, voilà. J'ai toujours adoré faire rire. C'est cette sensation, une sensation absolument merveilleuse de créer un rire, de déclencher quelque chose chez l'autre, qui est assez impudique d'ailleurs. C'est vrai que c'est un peu comme les pleurs, c'est-à-dire que les gens rient pas. D'ailleurs, j'ai toujours remarqué que dans une salle où il y a très peu de monde, à mes débuts, parfois je jouais devant 4-5 personnes, les gens riaient pas parce on rit sous cape, on se cache pour rire parce qu'on a peur du bruit que ça provoque. Voilà, donc c'est un cadeau que le fait le public quand il rit. Et je suis d'autant plus content d'aujourd'hui d'être humoriste, c'est d'abord parce que j'ai toujours aimé ça, et de découvrir finalement ça ne s'apprend pas. Donc c'est plutôt un don qu'on a. Je pense que c'est un don qu'on a. Un don du ciel. Un don du ciel. Faire rire, c'est quelque chose qu'on a, on n'a pas. Je crois pas que ça s'apprenne. On n'apprend pas à quelqu'un, je t'apprends à être drôle. Je crois que ça existe. Ou alors on apprend, mais c'est une autre forme de rire. C'est le rire avec des jeux de mots, des trucs, des machins. C'est très vite ennuyeux. Avoir le sens de la rupture, du décalage, etc. C'est quelque chose que vous avez ou pas. Et vous-même, vous aimez rire ? Beaucoup. Alors, c'est vrai que vous aimez faire rire, mais oui, est-ce que vous riez beaucoup Oui, vous-même ? je ris beaucoup, mais c'est vrai qu'on est un peu malade dans les humoristes, je pense. C'est-à-dire que quand on rit, on a une analyse de est-ce que c'est drôle ou pas. Tiens, ça m'a fait rire. On rit bizarrement. C'est un rire intellectuel. Non, mais non pas intellectuel. Non, mais on rit, on analyse un peu. Oui, mais c'est quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ri, donc on rit moins. Elle est parce que bonne. si on commence à analyser. Non, mais il y a des moments où quand on est, où globalement on rit. D'abord, je ris toujours à mes vannes. je rigole. Non, mais je pense que les humoristes, oui, ils ont toujours, au fond quelque part, ils se disent tiens, elle est bonne, elle est pas bonne. Tiens, je ne l'ai pas vu venir. On va dire je ne l'ai pas vu venir. Puis il y a des humoristes qui disent là, tu as un rire. Tu vois, ils analysent vos vannes comme si vous étiez en spectacle. Je vois. Donc, voilà. On est un peu taré là-dessus, mais moi j'aime beaucoup rire, évidemment. Sinon, j'aime beaucoup rire et j'aime beaucoup faire rire. Ça tombe bien. Et justement, vos spectacles, vous les testez auprès de votre épouse, par exemple, de vos enfants? Non, mais ma femme, ça y est, c'est fini. C'est bon. Parce que non, mais ça fait depuis trop longtemps qu'elle c'est un très mauvais public du coup, parce que ma femme elle a tellement entendu de vannes que je pense que j'arrive plus trop à la surprendre. Voilà. Alors, c'est plus compliqué. Dans ce type d'humour. Ouais. Donc voilà, non, je teste. Il y a une période où je testais, quand j'ai fait une émission qui s'appelle Demande qu'à en rire, il y a quelques années, où là je devais faire 2 sketchs par semaine, avec un jury, avec des notes, etc. Et donc là, il y avait une exigence folle. Et donc, je testais à tout le monde. C'est-à-dire que j'étais à des inconnus. J'allais dans un bar, je testais la vanne, je faisais le sketch. Quelqu'un m'appelait pour payer une facture d'EDF, je lui faisais la vanne. La crèche, je cuisinais de la crèche de mes enfants. D'ailleurs, parfois, les gens ne me répondaient plus parce qu'ils avaient peur que je leur teste le sketch et que ça prenne 3 plombes. Donc, en fait, mais bon, c'est à force, c'est aussi grâce à ça que je faisais des sketchs qui marchaient bien, c'est parce que je les avais tellement testés et donc c'est devenu un peu une marque de fabrique, c'est que quand je fais une vanne, j'attends que les gens rient, parce que je suis sûr, et donc une espèce de mimique qui fait voilà. Mais c'est parce que j'ai tellement testé le truc que je sais que c'est drôle. Mais bon, à un moment le rire comme forme d'échappatoire aussi, parce qu'on parlait de choses plus graves, et là vous... De quoi quand là tout de suite à l'instant? Ah oui. On dérive vers le rire de nouveau. Je pensais que c'était sur le rire. Non, je dévie pas, non. Mais c'est vrai, un rire comme cheminé en tout cas. Parce que vous avez terminé sur une très belle phrase sur la peur. N'ayez pas peur, oui. Oui. C'est marrant et parce puis que sur le cheminement, oui. C'est marrant parce que j'ai l'impression que j'essaie de définir l'âge. J'ai l'impression que, et je lutte contre ça, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on a peur. Je ne parle pas de la mort, mais je veux dire, plus on a peur de tout. Si, plus ou moins, parce qu'avant que les caméras s'allument, vous disiez oui, je me rapproche de la mort. Oui, non, vous rigoliez. Oui, je rigolais. Vous rigolez beaucoup. Mais je trouve que... Alors, je ne suis pas à ce point-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure on avance dans l'âge, on commence à avoir peur de tout. C'est-à-dire peur de la maladie, peur qu'il arrive quelque chose. Alors que
Donc Ce Covid, vous l'avez mal vécu. Enfin, vous étiez en famille. Oui. Mais j'ai eu. Oui, non, je ne l'ai pas mal vécu. Non. C'était plutôt. Vous, l'hypocondriaque, non, ça allait. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu le Covid tout de suite. Ah oui. Donc en fait, j'avais plus tellement peur après. Et puis, mais c'est vrai que après, j'ai eu peur de l'avoir une deuxième fois. Alors non, parce qu'en fait, ça m'a forcé à débrancher la prise. Pendant des années ininterrompues, je jouais de manière ininterrompue pendant 15 ans. Sans jamais arrêter, je jouais 200 fois par an. Donc c'est quelque chose qui, je croyais, et je jouais tout le temps parce que j'avais la sensation que si j'arrêtais de jouer, peut-être que plus jamais je serais capable de rejouer à nouveau, un peu comme un funambule qui, le jour où il arrête de marcher sur son fil, il tombe. Et donc ça m'a obligé à me voilà, et je me suis rendu compte à m'arrêter et me rendre compte que finalement c'était possible. Plus on avance en âge, plus on est conscient aussi, peut-être. Oui. Alors, il y a une phrase que j'aime bien par rapport à l'âge, c'est les jeunes vont plus vite, mais les vieux connaissent le chemin. Alors, je ne me sens pas comme vieux pour l'instant, mais je veux simplement, c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a quand même quelques avantages. Jolie phrase de fin, et qui permet de reparler de votre spectacle, Le Petit Dernier. Exactement. Essentiellement sur les enfants, il y en aura d'autres encore, peut-être au cinéma, peut-être d'autres projets. Oui, vous n'avez pas un humoriste qui n'a pas un projet de film. C'est donc moi également, mais simplement tant qu'il n'est pas sur les écrans, ça reste un projet. Non, mais en fait, mais je suis très heureux. Je suis très heureux comme ça. Et pour finir sur cette histoire de confinement, c'est vrai que de ne pas jouer, se rendre compte. Par contre, je me suis rendu compte d'autant plus de la valeur que ça avait d'être sur scène, du côté miraculeux. Donc, je voulais moi jouer, être sur scène, faire rire. C'est un tel cadeau. Si vous voulez, s'il n'y a pas de cinéma à côté, c'est pas grave. C'est sûr. Et c'est avec joie qu'on peut vous retrouver sur les planches, à commencer en Belgique. Oui. Enfin, il y a plein de dates de tournée. Oui, il y a une centaine de dates. Donc, sur votre site internet. Mais je serai à la Cigale, début janvier 2023, ainsi qu'à la Nouvelle Ève. Donc voilà, pour les dates parisiennes. Avec Le Petit Dernier. Merci beaucoup, Olivier. Merci de cette invitation. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir le replay sur ktotv.com. À bientôt.